Bienvenue sur la chaîne Soneva. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour une nouvelle conférence gratuite. Nous sommes aujourd'hui en direct avec Jean-Philippe Brébion en France. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Estelle, grand merci de m'accueillir sur votre chaîne. Je suis ravi de faire cette conférence avec vous. Nous allons aujourd'hui parler de l'empreinte de naissance, qui est le titre d'un de vos livres, et c'est vraiment un axe principal de votre enseignement. Alors Jean-Philippe Brébion, cela fait 40 ans que vous êtes thérapeute environ, hein, si je ne me trompe pas. Absolument. Et vous êtes le concepteur de la bioanalogie. Alors c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui principalement. On va voir comment la bioanalogie peut être une grille de lecture pour les événements de notre vie. Oui, absolument. Eh bien, oui, c'est très intéressant qu'on commence par ce qu'est la bioanalogie, parce que ça va nous permettre de comprendre l'empreinte de naissance. Ce concept que je développe depuis 40 ans, bio, ça veut dire la vie, et analogie, ça veut dire c'est dans la même logique, dans la même loi. Et en fait, tout est analogique avec la première loi de notre univers, et cette première loi de notre univers, c'est cette rencontre, c'est ce Big Bang, cette rencontre entre le temps et l'espace. C'est-à-dire, c'est ce que Einstein, il y a une centaine d'années, nous a expliqué, et en fait, il parlait d'un continuum espace-temps, et on verra que c'est une rencontre, un mouvement permanent entre le temps et l'espace. Et en fait, cette première loi, ce Big Bang, c'est la cause de toutes les causes. Et je veux dire que dans les formations que j'ai faites, dans les enseignements que j'ai reçus, j'ai toujours été habitué à travailler sur la cause. C'est-à-dire, il y a la cause, de la cause, de la cause, etc. Et on comprend très bien que nos pathologies, nos événements sont issus d'expérimentation passée. Hein, ce qu'on appelle notre inconscient personnel. Eh bien, en effet, selon l'histoire personnelle que j'ai, je vais avoir un vécu particulier face à une situation. Qu'est-ce qui fait que, si on regarde, je ne sais pas, une image, un film, un événement, nous n'allons pas tous le regarder et le voir de la même façon. Parce qu'on a un vécu différent. Cet inconscient, il y a cet inconscient personnel, mais il y a l'inconscient familial, hein, il y a cet inconscient qui a été développé mis en évidence par Freud, par Jung, Lacan, qui est cet inconscient collectif. Et l'inconscient collectif, lui, il est fait d'expérimentation. Il est fait d'expérimentation, et en fait, cette expérimentation va créer des archétypes, des symboles, enfin, etc., etc. Et ça va nous permettre de comprendre certaines choses. Mais cet inconscient, même s'il a toute sa place et toute sa réalité, ce n'est pas celui qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est cette première loi de notre univers, que j'ai appelée l'inconscient universel, qui est cette rencontre, cette expérimentation de cette rencontre entre le temps et l'espace. Et on va découvrir que la vie tout entière est analogique avec cette loi de ces trois plans, une rencontre entre deux éléments. Et toute chose existe sur trois plans, et cette loi va se déployer de façon analogique dans toutes les manifestations et de façon fractale. Hein, donc ça veut dire que les fractales, ça veut dire qu'on va découvrir que un élément non seulement va représenter la totalité, mais un élément ne va pas être une partie, un événement de notre vie ne va pas être une partie, mais un événement va être supporté, va représenter la totalité de notre vie. Et là, on rentre dans une dimension qui est hors du temps et de l'espace, et je vais un petit peu le développer tout à l'heure, ça paraît un petit peu complexe tel que c'est tout de suite. Mais par contre, ce que je vais d'abord développer, c'est comment s'est installée cette empreinte de naissance, et de la comprendre d'abord de façon causale. De façon causale, il y a des choses très précises qui vont nous permettre de comprendre que, en effet, nous enregistrons
Ça veut dire que l'embryon va enregistrer le vécu et le ressenti du père et de la mère. C'est-à-dire qu'on part sur 3 périodes de 9 mois. 9 mois avant la conception. C'est ça. 9, oui. Oui, exactement. C'est les 9 mois, 9 mois avant la naissance, 9 mois avant la conception et 9 mois après. Alors, là aussi, c'est très difficile de comprendre que ce sont 9 mois jour pour jour, même si nous sommes prématurés, même si la conception n'était pas exactement 9 mois jour pour jour. Parce que justement, l'empreinte fait référence à cet inconscient universel. Et que cette empreinte, c'est une... je ne veux pas faire un cours magistral là-dessus, mais juste de comprendre que cette empreinte, elle est faite de 4 dates fondatrices, et ces 4 dates fondatrices vont nous donner une indication assez extraordinaire sur nos comportements. Mais ce vécu ressenti, il va s'imprimer justement pendant ces 27 mois de cette période. Donc 18 mois avant la naissance, 9 mois après. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que notre biologie est issue de la mémoire animale. C'est-à-dire que nous sommes une évolution minérale, végétale, animale, et l'homme. Et notre biologie étant directement issue de la mémoire animale, la fonction première de l'animal, qu'est-ce que c'est? C'est d'assurer la survie de l'espèce. Ça, c'est très important de comprendre. C'est très simple, mais c'est très important de comprendre. Ce qui veut dire que les paramètres, ce qui a été vécu pendant cette période de 27 mois, ce sont les conditions de notre naissance qui nous permettent d'être en vie. Ce sont les conditions qui nous permettent d'être en vie. La biologie, on va dire l'embryon a enregistré ces informations et il est sûr que ces conditions-là permettent d'être en vie. Donc, pour être sûr de vivre, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dans notre inconscient biologique, cellulaire, animal, nous allons recommencer exactement ce qui a été vécu autour de cette période de 27 mois. Alors, je vais vous donner un exemple. J'ai vu il y a quelque temps une maman qui vient avec son adolescent qui a 18 ans à peu près. Et ce garçon se met à boire. Il commence à être addict à l'alcool. Mais il est prêt à essayer de comprendre ce qui se passe. Et en fait, il se trouve que sa mère n'avait pas d'enfant et son père ne voulait pas d'enfant. Et elle a fait boire son mari pour qu'il lui fasse un enfant. Donc en fait, les paramètres qui ont permis à cet enfant d'exister, c'est parce que le père a bu. Donc le père boit, donc je vais enregistrer ce paramètre, boire, et il y a une addiction à l'alcool parce que c'est existentiel. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est existentiel. C'est au-delà du sens qu'on peut donner à notre vie, c'est les paramètres le conditionnel de notre vie. Alors, je raconte mais cet exemple, ceux qui me connaissent, toutes les conférences, je raconte l'histoire que je vais vous dire tout de suite parce que ça a été la première qui m'a énormément frappé. C'est ce garçon qui vient me voir, qui a 23, 24 ans, et qui est un garçon qui est une tête d'ange, les cheveux bouclés, les yeux bleus, et qui me dit, il arrive vers moi, il me dit « je suis un tueur ». Et je lui demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, et il me dit « je suis sûr qu'un jour, je vais tuer quelqu'un, soit par accident, soit par un geste de folie, soit par une erreur au travail, je ne sais pas, mais il a cette angoisse existentielle, il dit « je vais tuer quelqu'un ». Et
je lui dis, alors, si tu me dis je suis un tueur, c'est que dans ton empreinte de naissance, dans cette période autour de ta naissance, j'avais pas encore compris que c'était 27 mois autour de la naissance, mais ou ton père ou ta mère ont tué quelqu'un. Alors, c'était un petit peu avancé, mais il me regarde, mais il me dit, mais exactement. Et il se trouve que la mère était enceinte de 4 mois, les parents sont en voiture, et ils arrivent à un carrefour, et là, il y a un motard qui grille le feu rouge, stop, je ne sais pas ce qui se passe, qui vient s'écraser contre la voiture et qui meurt. Alors que le père conduisait tout à fait, conduisait prudemment, ne faisait pas d'erreur. Mais pour lui, ça a été terrible. Ça a été, je l'ai tué, je suis un tueur, je suis un tueur, je suis un tueur. Donc, bien sûr, c'est pas lui qui l'avait tué, mais c'était ce vécu qui était là. Dans ma formation, bon, ça fait, je vous dis 40 ans, j'ai fait de la médecine chinoise. On avait l'empereur Wang Ti qui a écrit le Netting Soen qui explique que l'embryon est en résonance avec l'histoire du père et de la mère. Dans vous savez, les travaux de, par exemple, Anne Schuchenberger qui travaille sur le transgénérationnel, hein, qui exprime bien comment ce vécu va s'imprimer dans l'embryon. Il y avait les travaux de Marc Fréchet, qui a fait un travail très intéressant sur les mémoires embryonnaires. Et donc on sait très bien que, depuis 4000 ans, on sait très bien que l'embryon est en résonance avec ce que vit le père et la mère. Et l'épigénétique nous confirme cela. Hein. Vous avez eu il y a quelque temps mon ami François Amig, hein, qui a beaucoup parlé, qui était vraiment un homme extraordinaire et qui parle beaucoup sur cette période autour de la naissance et l'attention autour de la naissance. Et donc tous ces travaux sur l'épigénétique développés par Bruce Lipton, enfin très bien. Et en fait, je me suis dit, mais quel est, puisque nous reproduisons le vécu et ressenti de notre père et de notre mère, quel est le vécu commun de toutes les mères? Ça a été la première chose. Puisque il y a sûrement un paramètre qui est commun à chacun. Et au moins, une chose, c'est que toute femme qui réalise qu'elle est enceinte, au moment où elle le réalise, qu'est-ce qu'elle dit? Ah, je suis enceinte, ah, je vais accoucher, je ne sais pas quand, peut-être demain, peut-être dans 2 ans. Bien évidemment, non. Ça veut dire que toute femme qui réalise qu'elle est enceinte fixe un terme qui est 9 mois après la conception, où elle connaît la conception, ou en fonction de ses cycles biologiques, elle va pouvoir fixer un terme très précis. Donc en fait, il y a un terme qui est fixé, qui est 9 mois après la conception. Et c'est un représenté. Autrefois, c'était 9 lunes. Hein, c'était 9 lunes qui faisaient se représenter. Et notre cerveau, il faut bien comprendre que notre cerveau travaille au premier degré. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de différence entre la réalité, hein, il va travailler de façon analogique, et c'était la phrase de Claude Sabat quand il disait « comme si égale c'est ». Si ça ressemble à la chose, c'est que c'est la chose. Et j'aimais beaucoup cette phrase parce que c'est exactement ça. Donc le cerveau travaille au premier degré, et en plus, il travaille de façon analogique. Hein, d'où la bioanalogie, il travaille de façon analogique. Et ça veut dire pour le cerveau que tout ce qui se conçoit arrive à terme 9 mois après. Mais concevoir, qu'est-ce que ça veut dire? Concevoir, c'est une rencontre. Concevoir, c'est une connexion. Concevoir, c'est quelque chose qui prend forme parce que 2 éléments se sont rencontrés. Donc ça veut dire que toute rencontre, et notre première loi de l'univers, ce Big Bang, c'est une rencontre, ça veut dire que toute rencontre, dans l'inconscient biologique cellulaire animal,
arrive à terme 9 mois après. C'est dans cet inconscient, ce n'est pas une réalité nécessairement en termes de réalité, mais dans l'inconscient, toute rencontre, voilà. Et ce qui veut dire que chaque instant est aussi l'aboutissement de quelque chose dans l'inconscient qui a été initié 9 mois avant. Ce qui fait que la naissance s'inscrit donc sur 9 mois avant, 9 mois après, et la conception, qui est un représenté là aussi dans notre inconscient, s'inscrit sur 9 mois avant. Donc on a cette grille qui est cette empreinte de naissance qui est de 27 mois. Alors peut-être que si vous... est-ce qu'on la voit un moment dans les schémas que je vous ai proposés? Il y a l'empreinte... Le schéma 22, peut-être que vous pouvez regarder juste pour montrer cette empreinte de naissance, ou le schéma 20, la photo 20 ou 22. Ça veut dire que on va comprendre que, voilà, là c'est voilà, c'est parfait. Hein, on voit très bien que c'est le jour de la naissance, 9 mois avant pour la conception, 9 mois avant la conception et 9 mois après la naissance. Et de comprendre que cette empreinte, c'est une structure inscrite dans l'inconscient universel. Ça veut dire que c'est inscrit dans la mémoire, c'est inscrit dans cette mémoire. Et par exemple, imaginez une personne qui soit née le 30 novembre, eh bien, dans son inconscient biologique, la conception va être 9 mois avant, et 9 mois avant le 30 novembre, c'est le 30 février. Et cette date, bien évidemment, vous aurez du mal à la trouver dans le calendrier, mais pour le cerveau, ça va être ça. Alors, cette empreinte, voilà, c'est à partir donc de cette mémoire commune de l'humanité. Hein, donc, c'est cette mémoire commune de l'humanité qui nous permet d'avoir cette structure qui va nous permettre de comprendre que l'empreinte de naissance est faite de 4 temps, qui sont ces 4 dates, avec 3 espaces, et qui vont être analogiques justement avec cette rencontre entre le temps et l'espace. Ça veut dire que la période de la grossesse, pour le cerveau, c'est cette rencontre, c'est ce mouvement, ce déploiement. Les 9 mois avant sont liés au temps, les 9 mois après sont liés à l'espace. L'espace, c'est quoi? C'est la concrétisation. C'est la chose finie. Et c'est intéressant de voir que, par exemple, au moment de la naissance, qu'est-ce qu'on fait? On coupe le cordon. Ça veut dire que c'est l'enfant s'installe dans son autonomie biologique. Mais cette autonomie, pendant les 9 mois, les 9 premiers mois de la vie, l'enfant est sous les anticorps de la mère. Et c'est vraiment qu'au 9e mois qu'il n'est plus dépendant, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans son autonomie. On voit aussi, par exemple, que la coupure du cordon au moment de la naissance, eh bien, 9 mois après, l'enfant, les incisives, les dents qui sortent, les incisives sont là, et comme ces incisives sont faites pour couper et trancher, comme si elles concrétisaient cette coupure du cordon. On va trouver des analogies très intéressantes dans cette empreinte. Mais, si vous voulez, on va comprendre d'abord des histoires personnelles, hein, très particulières. Mais ce qui moi, ça m'a conduit vers autre chose, qui sont que ces 4 dates fondatrices, on en parlera tout à l'heure, m'ont amené à comprendre, à découvrir des clés de naissance, c'est-à-dire ce sont des clés, des archétypes de fonctionnement qui nous permettent de comprendre comment nous fonctionnons, en dehors même de l'histoire personnelle. Et on va s'apercevoir que l'histoire personnelle se superpose avec ces archétypes de l'inconscient universel. Alors je pense aux parents qui nous écoutent. Ça pourrait apporter une lourde charge sur les épaules que d'entendre ce genre de discussion pour les parents. Est-ce que je suis responsable de mon vécu vis-à-vis de mon enfant? Qu'est-ce que j'ai créé, etc. Donc, quelle est votre lecture du vécu parental? Ça, c'est une excellente question. C'est une excellente question. C'est-à-dire que, pour moi, il n'y a pas d'empreinte positive ou négative. Il y a une empreinte. Elle est là.
Et je veux dire que chacun, nous cherchons à vivre au mieux de ce que nous savons faire. Nous cherchons à être le plus présent, le plus... je ne connais personne qui cherche à faire le plus mal possible. Chacun essaye de faire ce qu'il peut. Donc, déjà, c'est d'abord de sortir de tout jugement sur soi-même. Et nous ne sommes pas responsables en termes de cause. Je veux dire que nous sommes le vécu ressenti de nos parents, mais nous n'avons pas à nous identifier à leur vécu ressenti. Et donc, pour les parents, leur enfant il est cette rencontre entre eux deux, et il est cette rencontre dans leur histoire. Et on va comprendre que l'empreinte de naissance, elle est notre, d'abord. Elle a un support qui est notre. C'est très important de comprendre ça. Quand j'ai commencé à parler de la bioanalogie et de l'inconscient universel, on découvre que, en fait, quand nous interprétons le monde extérieur dans la dualité, en donnant une valeur positive ou négative au monde extérieur, nous fonctionnons exactement comme l'animal qui va juger l'extérieur en disant est-ce que oui ou non, cette chose-là va assurer ma survie. Mais la réalité, c'est que la dualité n'est pas une réalité. C'est une interprétation du monde, mais ce n'est pas la réalité. Regardez, si je dis le mot positif, est-ce que ce mot positif peut exister par lui-même? Il n'existe que dans la rencontre avec le négatif. Mais il n'y a rien qui est positif. S'il y a un positif, c'est qu'il y a en même temps une rencontre et un négatif. S'il y a un haut, il y a en même temps un milieu et un bas, dans une seule et même réalité. Et ça, c'est la réalité, c'est que la vie, c'est 3 plans, c'est pas 2 plans. Et ce qui fait que l'empreinte, elle va s'imprimer dans cette analogie de ces 3 plans, ce qui fait que nous allons pouvoir, quand nous avons cette empreinte, nous allons pouvoir avoir le choix de continuer à vivre dans le même émotionnel que nos parents, ou au contraire, prendre le principe neutre de cette empreinte pour le vivre en conscience. Alors, je vous donne un exemple très simple. Un enfant qui n'est pas attendu. Ah, la grossesse qui arrive, l'enfant qui n'est pas attendu. Est-ce que je vais culpabiliser parce que je n'ai pas attendu mon enfant et que j'aurais tellement voulu l'attendre et mettre plein d'amour pour lui? La première chose, c'est que moi, d'abord, je m'accueille dans le fait que, ben oui, j'ai le droit dans ma vie de ne pas être dans une attente d'un enfant. Les choses sont là. Donc, l'enfant, quand il va devenir adulte, enfin dans tout son parcours de vie, avec ce programme qui est enregistré, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? C'est qu'il va se retrouver dans tout un tas de situations où il n'est pas attendu. Je suis invité chez des amis, et ils avaient oublié qu'ils m'avaient invité, ils ne m'attendaient pas. Je vais à un endroit, il n'y a pas de place pour moi, enfin, etc., etc. Donc je peux le vivre de façon douloureuse. Mais si je prends ce principe de l'événement, et si je dis, mais pas attendu, ah mais toute ma richesse est là. C'est justement sortir de toute attente. C'est se laisser surprendre par la vie. C'est s'ouvrir à tous les possibles. Est-ce que vous comprenez que ça, c'est toute notre richesse et toute notre créativité? Et justement, par définition, l'évolution, c'est de sortir de toute attente. Parce que si je suis dans une attente, je ne peux attendre que ce que je connais. Donc, tant que je suis dans une attente, je reste dans le passé. Alors que la vie, c'est une invitation, justement, à se laisser surprendre. Et c'est ça, l'évolution. Donc, vous voyez que cet événement, par exemple, il n'est ni positif ni négatif. Donc, la première chose, c'est que les parents soient en paix dans la façon dont ils vivent. Ça veut dire que la première chose, c'est pas l'événement qui va être important, c'est de s'accueillir dans ce que l'on est. Vous savez, quand on parle d'amour, et on met l'amour comme un objet extérieur. Mais l'amour, c'est pas un objet qui se donne ou qui se reçoit. Je peux pas donner d'amour, je peux pas en recevoir. Ça paraît bizarre ce que je suis en train de dire. Mais l'amour,
c'est la façon dont nous nous accueillons avec bienveillance dans ce que nous sommes. Quand je m'accueille avec bienveillance, je suis dans l'amour, je suis dans le partage. Et regardez, quand nous nous accueillons dans ce que nous sommes, quand nous nous réalisons pleinement dans ce que nous sommes, ben moi je m'aperçois que je suis beaucoup plus amoureux. Donc l'amour ne vient pas de l'extérieur, il vient bien de la capacité à s'accueillir. Donc le message, la première chose pour les parents, c'est de sortir de toute culpabilité, parce que la culpabilité, c'est rester dans la dualité, et c'est donc de prendre la responsabilité de s'accueillir avec bienveillance dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils ont vécu, dans ce qu'ils ont fait, et sortir de tout jugement, parce que c'est le meilleur amour qu'ils peuvent apporter à leurs enfants, c'est justement cette capacité à s'accueillir. Quand on prend conscience de cette empreinte de naissance, comme par exemple par rapport à la personne qui se mettait à boire, comme vous aviez décrit au tout début de la conférence, quels sont les moyens pour les parents et pour cette personne même de dépasser le schéma en fait? Est-ce que c'est pas emprisonnant de donner un sens, de faire un lien entre ce que le père a vécu? Ça pourrait être sclérosant de mettre un sens. Comment on peut dépasser finalement ce sens, cette analogie? C'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas un sens que l'on va donner, c'est que ça prend sens. Ce qui est totalement différent. Je ne suis pas en train de donner un sens à mon histoire. C'est qu'à un moment, quand justement, avec, je prends l'exemple de l'attente, pas attendu, ah, mais là tout d'un coup, c'est toute ma vie qui prend sens. Parce que je découvre qu'à ce moment-là, ma créativité, c'est justement de me laisser surprendre, c'est de sortir de toute attente. Et le sens se révèle. Mais là aussi, ça fait partie des phrases, pour moi, clés dans l'enseignement en bioanalogie, c'est plutôt que de vouloir donner du sens à notre vie, laissons la vie prendre sens. Vous comprenez la différence? Parce que si je veux donner du sens, c'est comme l'attente. Si je veux donner du sens, je ne peux donner comme sens que le sens que je connais. Donc je reste dans ma survie. Chaque fois que je veux donner du sens, je reste dans ma survie. Et la vie, c'est d'être à l'écoute, et là, ça prend sens. Est-ce que l'empreinte de naissance est un outil quantique, selon vous? Puisqu'on sort de la dualité, de la causalité. Pour lire véritablement l'empreinte de naissance, il faut l'aborder de façon quantique. Ça veut dire qu'elle n'est ni duelle, ni causale. Et elle n'est pas chronologique. C'est-à-dire ces 27 mois que nous voyons, ils ne sont pas chronologiques. Ils appartiennent à une seule et même réalité, dans le même instant. Et ça veut dire que ces 27 mois sont fractales, dans le sens où cette empreinte de 27 mois, elle est la structure de chaque instant de notre vie. Alors, c'est très bizarre, mais oui, on va découvrir qu'il y a un cycle structurel où chronologiquement on va revivre certaines choses, et en même temps, cette empreinte, c'est une unité, c'est un univers entier qui est la structure de chaque instant de notre vie. Ce que je veux dire, c'est que la lecture de notre empreinte peut nous permettre, peut satisfaire, on va dire, notre mental. Ah ben, si je suis comme ça, je comprends, parce qu'il y a une cause. Mais, et je vais pouvoir réparer certaines choses. C'est-à-dire, je vais pouvoir résilier certaines choses, rééquilibrer certaines choses. Mais c'est pas pour autant que je vais rentrer dans ma créativité, que je vais rentrer dans ma réalisation. C'est pas pour autant que je vais me réaliser, vivre en conscience l'être unique que je suis. Oui, c'est une étape de résilier, d'équilibrer, hein, de plus porter le poids. Mais à mon sens, pour moi, c'est important de revenir sur la structure de l'événement, ce que j'appelais la loi du principe, cette loi du principe qui vient comment dire, qui est le support de notre réalisation, de notre créativité. Il y a une chose, par exemple, vous avez remarqué, certaines personnes, on le voit bien, qui parlent de leur vie, et en fait, ils sont toujours en train
de dire il me manque quelque chose. C'est-à-dire que hier j'ai passé une bonne soirée, mais il manquait mes meilleurs amis. Je suis en train d'acheter une maison, mais je manque d'argent et je peux pas faire. Je suis obligé de faire moi-même les peintures, etc., etc. Ils vont régulièrement traduire leur vie à travers le manque. Alors, on peut poser la question à ces gens si, par hasard, ils ne seraient pas prématurés. Qu'est-ce que ça veut dire? S'ils sont prématurés, ça veut dire qu'il lui manque 3 semaines, 1 mois, etc., etc. Alors, soit je le comprends, je le comprends et je souffre moins de ce manque, je commence à le résilier. Mais si j'écoute véritablement, manquer, c'est une des premières lois de notre vie. C'est une première loi de notre réalisation. Je veux dire que, là j'ai un stylo dans la main. Ce stylo, il a une forme. J'ai un verre, ce verre, il a une forme. Etc. Chaque chose a une forme. Ça veut dire que pour exister, il faut avoir une forme. Une forme qui détermine une rencontre entre l'intérieur et l'extérieur. Et cette forme, le stylo, il n'est pas la forme ni de mes lunettes, ni du verre, ni de la table, ni de la chaise, ni de la caméra, etc., etc. Donc, exister, c'est déjà manquer à toutes les formes. C'est ne pas être toutes les autres formes. Et comment sommes-nous pleinement vivants à chaque instant? C'est quand nous choisissons de manquer à toutes les autres situations. Ça veut dire être pleinement vivant, c'est choisir de ne pas vouloir une autre réalité que celle qui est là. C'est choisir de ne pas vouloir un autre constat que celui qui est là. Et c'est à partir de là que je peux être pleinement vivant.